la une ce soir, les rentrées académiques en Côte d'Ivoire, moment difficile pour certains ménages. Ils sollicitent alors leur banque pour des prêts scolaires. Les réseaux sociaux, quel impact sur notre vie et quelle utilité? Des intellectuels se penchent sur la question à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enfin, 19 octobre 1993 au Pakistan, c'est l'élection de Benazir Bhutto au poste de Premier ministre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. 13 septembre 2016, les écoliers du primaire et élèves du secondaire reprenaient le chemin des classes en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire est une période préoccupante pour les familles qui n'ont pas toujours les moyens d'y faire face. Alors, comment se débrouillent-elles? Eh bien, certaines ont recours aux prêts scolaires proposés par les banques. Mais qui peut bénéficier de ces crédits? Quand et comment rembourser ces prêts? On en parle maintenant. Abi, élève en classe de 5e, et ses sœurs sont en séance d'études ce jour non ouvrable. Leur rentrée scolaire a été possible grâce aux prêts scolaires octroyés à leur père par la banque. J'ai 4 enfants. Sans ce prêt-là, vraiment, il serait difficile de joindre les deux bouts. Le prêt scolaire vient à point nommé pour soulager les parents. Chaque année, pour accompagner les parents d'élèves dans l'achat de fournitures scolaires et autres dépenses liées à la rentrée des classes, les banques font des prêts scolaires allant de 7 à 8% d'intérêt et remboursables sur une période de 10 à 12 mois. C'est un appui que les banques apportent à l'ensemble de leurs clients sur toute l'étendue du territoire. On constate que vraiment c'est devenu une foi au prêt, avec des conditions alléchantes, défiant vraiment la concurrence. On a des schémas où, sur la base en fait de l'historique du client, des fonds sont mis directement à la disposition des parents. On a également d'autres schémas où ces fonds sont directement payés à l'établissement. Les prêts scolaires sont avantageux du fait qu'on arrive à faire les dépenses à temps voulu, à envoyer les enfants rapidement à l'école. Quelles sont les conditions d'acquisition du prêt scolaire? Qui peut en bénéficier? Tout client d'une banque peut bénéficier des prêts scolaires. Des salariés, des non-salariés, selon des conditions adaptées au niveau de chaque établissement. Tout ceci nous permet en fait de tirer les fonctionnaires et les agents du secteur privé des mains de ce qu'on appelle les usuriers. Enfin, en Côte d'Ivoire, on parle des margouillards. Ça leur permet en fait de s'endetter sainement et à des conditions qui soient les plus attrayantes possibles. Hein. Un usurier, voilà, il vous demandera le double de ce qu'il vous aura prêté. D'abord, pour avoir un prêt, il faut qu'il soit client, avec un salaire domicilié. Ça, c'est la première condition. Il nous fait une demande et par la suite, il nous fournit un bulletin de salaire, la photocopie de sa pièce d'identité, un engagement de domiciliation ferme et irrévocable du salaire. Après avoir réuni tous les documents, on traite le dossier et en 48 heures, le client a son prêt qui est sur son compte. Des procédures longues pour certains parents d'élèves. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de papiers qu'on ne maîtrise pas et puis on n'a pas le temps d'aller chercher tous ces papiers pour venir demander un prêt scolaire. Donc, je préfère le faire en fonction de mon salaire. Ces prêts ne sont pas toujours utilisés pour la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à d'autres fins. Des parents ne trouvent pas nécessaire de s'endetter pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressée pour l'instant parce que je pense que c'est une question d'organisation. Je sais que si la rentrée c'est dans peut-être 7 mois, je m'organise en fonction de ça et je fais la rentrée des enfants. Quand moi je prends les prêts scolaires chaque année, moi c'est pas pour scolariser les enfants. Moi je prends ça pour faire d'autres projets. Par exemple, j'étais en chantier. C'est grâce aux prêts scolaires que ma maison a pu arriver un peu loin. Aujourd'hui, j'ai pris encore Dieu me donne l'envie l'année prochaine. Je vais prendre le prêt scolaire pour achever. Les banques proposent des prêts de 100 000 à 3 millions de francs CFA. Au-delà des prêts scolaires, elles se disent favorables au financement des études universitaires
pourvu que la formule idoine soit trouvée. Il faut qu'on puisse réfléchir maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut financer les études de ces étudiants-là, qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas forcément de bourse en fait, mais qui sont dans des filières spécialisées qui leur offrent environ 60 à 70% de chances de trouver un emploi. Certains étudiants brillants qui finissent leurs études, mais qui malheureusement n'ont pas de bourse pour aller à l'étranger, mais qui ont des possibilités d'inscription dans certaines universités. Ça également, il faut réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces étudiants-là en termes de financement. Mais ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un partenariat entre l'État et les établissements financiers. De plus en plus, les banques s'engagent à apporter un appui à leurs clients pour la scolarisation de leurs enfants dans de meilleures conditions. Pour les exhorter à y souscrire, une campagne sur les prêts scolaires est ouverte de septembre à octobre. Des précisions de Grace Kando. Autre sujet, et on s'intéresse à présent au colloque international organisé aujourd'hui par le groupe de recherche en analyse et théorie littéraire. Plusieurs intellectuels ont participé à ces échanges à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les travaux ont porté sur l'impact et l'utilité des réseaux sociaux. Le point avec Issa Yeo. Un colloque international sur les réseaux sociaux en ligne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette rencontre intellectuelle, prévue sur 3 jours, vise à susciter différentes réflexions sur les changements apportés par la toile dans les relations humaines. Cette révolution-là du numérique apporte un certain nombre de bouleversements au plan de la sociabilité, au plan de l'intimité, au plan de la présence de l'individu au monde. Et il était question que la Côte d'Ivoire prenne un leadership en matière de recherche sur cette question-là des réseaux sociaux. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, le représentant du parrain dénonce toutefois sa mauvaise utilisation. Les sites de réseautage social engendrent un excellent lien de proximité permettant ainsi aux internautes d'interagir sereinement. Toutefois, ne nous voilons pas la face. De nombreuses dérives liées au fonctionnement des réseaux sociaux existent et tendent à jeter l'opprobre sur ces outils numériques. Ce colloque international ayant pour thème les réseaux sociaux en ligne entre sociabilité, intimité et écriture de soi, problèmes et histoire des nouvelles transparences sera marqué par 10 panels. En sport, le tirage au sort aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février. Les équipes qualifiées connaissent désormais la répartition des groupes pour la phase finale. Le groupe C comporte la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. Sébastien Woyen. La Côte d'Ivoire dans le groupe C va affronter la République démocratique du Congo, le Maroc, le Togo. Les adversaires du tenant du titre sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, 15 participations. La RDC, 4 participations. Le Togo, 7 participations. 2 fois vainqueur de cette prestigieuse compétition africaine, la Côte d'Ivoire doit se doter des moyens pour défendre son titre acquis en Guinée équatoriale en 2015. La Côte d'Ivoire et ses adversaires seront basés à Oyem. Dans le groupe B, l'Algérie retrouve la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Franceville a été choisi pour recevoir le groupe B. Le groupe D, le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda à Port-Gentil. Enfin, le groupe A, le Gabon va affronter le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau à Libreville. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 14 janvier au 5 février 2017. Aux États-Unis, le 3e et dernier débat tant attendu pour la présidentielle du 8 novembre prochain. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump vont croiser le fer.
Toujours aux États-Unis, la première ferme éolienne en mer devrait être mise en service en novembre prochain. Cette infrastructure va fournir de l'électricité à environ 17 000 foyers, une étape symbolique dans la transition vers une énergie propre que la candidate démocrate Hillary Clinton soutient. En revanche, si Donald Trump est élu, l'accent sera mis sur les énergies fossiles. Regardez. Des éoliennes installées en pleine mer, une vue commune au large des côtes européennes. Mais aux États-Unis, c'est une nouveauté. Le parc éolien de l'île de Block, au large de l'État de Rhode Island, est en construction depuis 8 ans. Et alors que le président américain se prépare à quitter le pouvoir, ces 5 turbines subissent les derniers tests. Pour ce premier projet en mer réalisé aux États-Unis, de nombreux composants ont été importés d'Europe. Mais selon la société qui gère la ferme, les fabricants américains vont rapidement refaire leur retard. Les parcs éoliens comme celui de l'île de Block pourraient permettre à l'Amérique de devenir ce qu'Hillary Clinton appelle une superpuissance énergétique propre. Après l'ouragan Matthew qui s'est abattu sur Haïti et plusieurs États du sud des États-Unis début octobre, la candidate démocrate a fait campagne avec l'ancien vice-président et militant écologiste Al Gore. La résolution de la crise climatique sera une priorité nationale pour Hillary Clinton. Son adversaire, lui, nous mènerait vers une catastrophe climatique. Selon Donald Trump, le réchauffement climatique est un canular inventé par les Chinois. Le candidat républicain préfère mettre l'accent sur les emplois dans le secteur minier et la fracturation hydraulique. Un discours qui plaît dans des États comme la Virginie occidentale, où des mines ont fermé depuis le durcissement des réglementations environnementales. Nous allons remettre les mineurs au travail. Nous allons rouvrir ces mines. Sur l'île de Block, les défenseurs de l'environnement espèrent que même si Trump est élu, la production d'énergie éolienne ne ralentira pas. Je crois que les arguments en faveur de l'éolien en mer sont si forts qu'ils s'imposeront, peu importe l'administration au pouvoir. En 2015, les éoliennes ont produit 5% de l'électricité des États-Unis. L'éolien en mer pourrait faire grimper ces chiffres dans les prochaines années. Son futur dépend en partie du résultat de l'élection présidentielle. Enfin, 19 octobre 1993, je vous le disais dans les titres, Benazir Bhutto, femme politique pakistanaise, est élue Premier ministre, déjà désignée à ce poste en décembre 1988. Après sa victoire aux élections, elle avait été destituée pour corruption et incompétence en août 1990. On fait le point avec Franck Quadio. Mokarma Benazir Bhutto, ou le destin fabuleux d'une femme clouée au pilori, puis devenue l'icône de la lutte politique et démocratique au Pakistan. Le 19 octobre 1993, elle devient Premier ministre de ce pays après un précédent limogeage. En somme, 2 fois Premier ministre de son pays, elle meurt assassinée et obtient le prix de la lutte en faveur des droits de l'homme des Nations Unies à titre posthume. Un regard sur son histoire. Fille de l'ancien président Zulkifar Ali Bhutto, elle est née en 1953 à Karachi, au Pakistan. Elle rentre chez elle après des études en Angleterre en 1977 et quelques jours après son retour, un coup d'État dirigé par le général Muhammad Zia-ul-Haq destitue son père qui sera pendu. Elle est avec sa mère détenue dans un camp. En 1979, relâchée, elle s'exile au Royaume-Uni pour raisons médicales. Mais depuis cet exil, elle mène la barque de l'éveil démocratique et devient le chef du Parti du peuple pakistanais, parti fondé par son père, et élève la voix pour dénoncer le traitement réservé aux prisonniers politiques dans son pays, le Pakistan. En 1986, elle rentre triomphalement au Pakistan, mais l'année suivante, suite à une manifestation contre le général Zia, elle échappe à un attentat. Le général va mourir en août 1988 et dans l'attente d'élection, Benazir Bhutto mènera campagne, mais le président du Sénat, Ghulam Khan, devenu président par intérim, après un bref conflit, la nomme Premier ministre. Elle deviendra à 35 ans la plus jeune et première femme élue démocratiquement à la tête d'un pays à majorité musulmane. Son histoire est par la suite une succession de conflits politiques. En 1997, son gouvernement est accusé de corruption et elle prendra encore le chemin de l'exil. Hélas, un an après son retour en 2007, un 27 décembre,
Elle est abattue par un tireur alors qu'elle salue depuis son véhicule une foule d'admirateurs. Voilà, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur RTI2.